monde. Alors, en 1755, alors que la guerre est sur le point d'éclater en Europe, Louis XV appointe Pierre de Rigaud de Vaudreuil au poste de gouverneur du Canada. Et, bien entendu, ça ne marche pas. Alors, on va retourner sur... Y a-t-il moyen de mettre l'ordi direct ici? Ça va être plus facile que toujours se pencher aux 2 minutes. Parfait. Oui, il est très solide. On est correct avec la caméra? Parfait. Alors, je recommence. En 1755, alors que la guerre est sur le point d'éclater en Europe, Louis XV appointe Pierre de Rigaud de Vaudreuil au poste de gouverneur du Canada. Dans ses instructions, le roi donne des consignes des plus paternalistes au sujet des alliés autochtones. Entre autres, il écrit « De toutes les parties de l'administration confiée au sieur de Vaudreuil, celle qui exige des soins les plus suivis de sa part, c'est le gouvernement des sauvages. Il est informé que le Canada est habité par des nations nombreuses et d'autant plus difficile à contenir que leur caractère le plus ordinaire est la légèreté et l'inconstance. Sa Majesté veut qu'il apporte toute l'attention dont il est capable à éviter, autant qu'il sera possible, les guerres avec les sauvages, au point où sont aujourd'hui réduites ces nations et dans les dispositions où elles sont en général, il est plus convenable à tout égard que les Français, c'est-à-dire, jouent le rôle de protecteur et de pacificateur entre elles. Elles en auront plus de considération et d'attachement pour eux. La colonie en sera plus tranquille. Les sauvages alliés doivent être censés bien partout, pourvu que ce ne soit ni sur un territoire anglais, ni dans le voisinage de quelques nations ouvertement ennemies des Français. Et sans trop s'occuper du profit des traiteurs ni des préjugés ou bien des gens ont à cet égard, le sieur Vaudreuil doit laisser à certaines nations la liberté d'errer et de vaguer dans les terres de la colonie, pourvu qu'elles n'y reçoivent pas d'étrangers, car c'est ce dernier point qui est le plus essentiel. Sa Majesté a eu occasion aussi de remarquer dans les différents comptes qui lui ont été rendus de ce qui se passe par rapport aux sauvages, que depuis quelques années, ils se font un jeu de recevoir des colliers et pavillons anglais et ensuite de les porter aux Français pour en recevoir des présents. Tout cela est fort coûteux pour Sa Majesté et d'ailleurs indécent. Il n'en convient point d'être dupe de ces sortes de manœuvres. En réalité, le roi ne croit pas si bien dire lorsqu'il dit qu'il est le dupe de ces sortes de manœuvres. La réalité géopolitique de la Nouvelle-France, particulièrement dans la région des Pays d'en haut, est manifestement très différente à ce qu'on s'imagine à partir de Versailles. Pour se défaire rapidement de l'idée d'une certaine supériorité française sur les Premières Nations, il s'agit que de jeter un coup d'œil sur la démographie des Grands Lacs. Comparativement aux 3 principales villes du Canada, comportant chacune quelques milliers d'habitants tout au plus, les Grands Lacs ont à peine plus de 2000 Français qui habitent de manière permanente. Au pays des Illinois, la situation est guère plus reluisante pour le colonialisme français. On n'y retrouve pas plus de 1000 habitants si on est généreux. Au contraire, les estimations d'époque placent les populations autochtones des Grands Lacs à plus de 40 000 individus. Bref, la réalité est qu'alors que la France se targue de détenir les plus grandes possessions territoriales en Amérique du Nord, elle contrôle bien peu, en effet. Cette superbe carte tirée de l'Atlas de la francophonie nord-américaine illustre très bien qu'en Nouvelle-France, il faut plutôt nuancer et parler d'influence française plutôt que de possession. Les régions enfoncées vous indiquent clairement les lieux d'établissement européens. Contrairement aux voisins britanniques, les Français peuplent le territoire de manière dégagée, comme autant d'îlots dans un océan de forêt, pour paraphraser Gilles Havard. D'ailleurs, comme Havard le démontre très bien dans l'ensemble de son œuvre, les établissements français en dehors de la vallée du Saint-Laurent peuvent être qualifiés autant d'ambassades en territoire autochtone soumis aux dits autochtones. Bref, il faut retenir qu'au seuil de l'effondrement du régime français en Amérique, les Premières Nations sont toujours une force majeure dans le parti de bras de fer politique colonial. Si à partir de Versailles, il est facile de minimiser l'influence des Premières Nations, en pratique, les officiers français travaillent ardemment à nouer les alliances militaires et à amadouer les conseils de guerre autochtones sur qui dépendent la victoire de nombreuses batailles. C'est pourquoi, on se le rappelle, l'historien du régime français se doit d'intégrer pleinement les Autochtones à l'histoire de la Nouvelle-France. Qu'il s'agisse des premières explorations, des balbutiements de la colonisation, du commerce ou bien des guerres coloniales, les Premières Nations sont indissociables de l'aventure française en Amérique. D'ailleurs, en ce qui concerne ce conflit en particulier, Peter McLeod est catégorique. La guerre de 7 ans n'aurait jamais eu lieu s'il n'en avait tenu qu'aux Iroquois du Canada.
Fred Anderson, dans son œuvre fondamentale The Crucible of War, élabore davantage l'implication autochtone au-delà celle des 5 nations, illustrant que l'issue d'une victoire, qu'elle soit française ou britannique, dépendait avec qui les diverses Premières Nations décidaient de s'allier, d'attaquer ou d'exprimer leur neutralité. Et j'en reviens donc à mon propos, où les Premières Nations jouent également un rôle central dans les opérations de renseignement pendant cette guerre. Notons toutefois qu'étudier la communication et le renseignement selon un contexte autochtone est un défi particulier. Les témoignages écrits directement de la main d'Autochtones sont excessivement rares pour l'époque. La masse des témoignages des Premières Nations nous parviennent par le filtre des chroniqueurs européens, qu'il s'agisse de transcriptions imparfaites de conseils de guerre, de rapports d'éclaireurs ou de dialogues transcrits, tous sont paraphrasés. Il est important de lire entre les lignes et de soulever la dissonance cognitive de certains auteurs comme Bougainville, qui, à un moment, critiquent les actions des Alliés et pourtant, au prochain paragraphe, notent leurs griefs légitimes contre l'État-major. Tenant compte de ces attitudes envers les Alliés autochtones, il est tout de même parfois possible de percer à travers le brouillard des préjugés et avoir une idée, quoique imparfaite, de l'expérience amérindienne pendant cette guerre. Ceci dit, les mémoires de soldats comme Pierre Pouchot, par exemple, sont particulièrement intéressants. Fils d'un marchand, il ne fait pas partie de la noblesse comme le sont les membres de l'état-major. S'apparentant plus à Bonin, un autre soldat qui nous a également légué une mémoire, ses observations sur les alliés amérindiens sont plus candides, dégagées de la pompe du jugement d'une éducation classique typique de plusieurs membres de la noblesse, comme Bougainville. Ses observations sur les guerriers amérindiens sont parmi les plus sobres et réfléchis des témoignages contemporains. Je reviens donc sur l'apport des Premières Nations au renseignement. Ce n'est pas pour rien que les Américains surnomment la guerre de 7 ans la French and Indian War. Plusieurs nations se rangent aux côtés des Français et forment des forces alliées redoutables. Rappelons également qu'elles participent de plein gré à la guerre. Elles ne sont pas soumises aux Français. Bien au contraire, ce sont parfois ces derniers qui suivent le pas entamé par les chefs de guerre. L'utilité des guerriers dits sauvages est d'ailleurs immédiatement ressentie. Par exemple, bien que plusieurs officiers répugnent la petite guerre, ils ne peuvent nier son efficacité telle que pratiquée par les guerriers autochtones. Comme note Montcalm au sujet des Alliés, c'est qu'au milieu des bois de l'Amérique, on ne peut pas plus se passer d'eux que de la cavalerie en plaine. Outre les parties de guerre, la plus grande utilité des guerriers autochtones s'agit des opérations d'observation de l'ennemi et de la capture de prisonniers qu'on surnomme des lettres vivantes. D'ailleurs, l'information rapportée par les partis guerriers n'est pas recueillie que pour des fins exclusives de l'état-major français. Les alliés autochtones se fient sur le renseignement pour formuler leur propre tactique à eux. Dans le cas où un important camp de guerriers se retrouve à proximité d'un poste français, l'information des éclaireurs va d'abord transiter chez les chefs de guerre, n'en déplaise aux officiers français. Les actions subséquentes peuvent également se faire sans l'avis des alliés européens. Bougainville témoigne du retour d'éclaireurs autochtones en septembre 1756, après avoir enquêté la source de plusieurs panaches de fumée. Après le retour d'un héros, le long de la grève, a appelé au conseil de... C'est toujours le fun de lire la grammaire du 18e siècle. Je disais, ou la syntaxe plutôt. A appelé un conseil les chefs des nations. Tous se sont rendus au camp des Iroquois qui, comme supérieurs en nombre dans ce parti, donnaient le ton sans même prendre l'avis du commandant français. Les chefs, la couverte sur le corps et la lance à la main, se sont avancés gravement, ont pris leur place et fumé la pipe du conseil. Le harangueur a proposé l'objet du détachement, les rapports des découvreurs, et sur cet exposé, on a longuement délibéré en présence toutefois d'un interprète français. Le résultat a été qu'on envoyait 2 canots de découvreurs avec l'ordre de fouiller les îles, qu'à l'entrée de la nuit, la flotte partirait et camperait à 2 lieues au-dessus de la côte du Sud, ce qui a été exécuté. Ces actions indépendantes face à l'état-major français illustrent encore une fois que pour les Autochtones, leur participation s'agit d'une guerre parallèle et non d'une soumission aux Européens. Le renseignement comprend également la connaissance du terrain de guerre. Même après 2 siècles à consulter leurs alliés autochtones, les Français ne peuvent se passer des connaissances géographiques de ces derniers. Un journal anonyme datant de 1745 nous offre quelques éclaircissements sur la dépendance continue des Français auprès des Amérindiens pour des directions. Quittant le fort de Détroit pour la rivière Ohio, un détachement de Français révèle leur itinéraire à un groupe de Hurons-Wendat à la Pointe-aux-Cèdres. Se dirigeant originalement à la rivière Cayuga, ils se font informer que le portage derrière le village Huron à Sandusky menant à la rivière Scioto est une route beaucoup plus courte. Bref, 44 ans après la fondation du fort Détroit, les Français ne font que commencer à découvrir les routes les plus rapides vers la rivière Ohio, qui est pourtant la région au cœur de la discorde entre la Nouvelle-France et les colonies britanniques. Pour maintenir la cohésion de l'armée,
Il faut savoir relier les informations des différentes factions des postes et du front de guerre. Toutefois, les soldats français ne sont pas les seuls messagers affectés à cette tâche. On confie également des messages aux Autochtones. Par convention littéraire ou par réel souci de confiance, on n'hésite pas à écrire du genre « Je vous prie de faire passer par un sauvage affidé, c'est-à-dire à qui on se fie, ma dépêche pour monsieur un tel ou un tel ». Les messagers autochtones ne sont pas toujours fiables, cependant. Par exemple, une lettre de Michel Maré de la Chauvignerie en 1754 fait état d'un messager qui lui est manqué. Cette même lettre nous permet de savoir qu'il est sous-entendu que les messagers sauvages sont plus souvent choisis pour leur connaissance du trajet. Dans ce cas-ci, l'expéditeur de la lettre confie à nouveau une lettre, cette fois-ci devant être portée par 2 officiers qui lui assurent savoir les chemins. Cette mésaventure avec le messager autochtone, loin d'indiquer une lâcheté naturelle ou un manquement au devoir, reflète plutôt la méfiance qui croît en cette veille de guerre parmi les peuples de l'Ohio envers les Français. Il est à se demander même si cette lettre n'a pas été portée à un chef du village, ou bien aux Britanniques. En effet, si les Français sont alliés à de nombreuses nations, ceci ne veut pas dire que leur collaboration n'est pas sans méfiance mutuelle. D'ailleurs, ce cynisme naturel va contribuer au manque de contrôle par la France sur ses prétentions dans l'Ohio. Les Britanniques vont profiter de l'établissement d'une infrastructure routière qui va permettre à la fois un meilleur transport de l'armée sur le front et un meilleur réseau par messager utilisant ses voies terrestres. On peut s'étonner que la France n'ait pas entrepris plus d'efforts pour améliorer la communication entre ses postes les plus éloignés, outre la dépendance des voies hydrographiques. Bougainville observe que, dans le cas de la vallée de l'Ohio, le mauvais état de ces voies de communication est exprès afin de contrôler les alliés amérindiens. Les sauvages ont beaucoup de chevaux et leur secours est presque toujours nécessaire par la précipitation avec laquelle on est forcé de faire le portage afin de profiter des eaux de la rivière au bœuf. À la vérité, si les chemins étaient accommodés, il serait facile de se passer des sauvages, mais la politique exige qu'on s'en serve, surtout en temps de guerre. Quand ils sont chargés du portage, ils empêchent les nations qui pourraient être mal intentionnées de troubler nos transports. D'ailleurs, ce qu'ils gagnent par cela et les présents qu'on leur fait les mettent en état de s'habiller et de se fournir des choses qui leur sont nécessaires. Sans cette ressource, ils s'adresseraient aux Anglais qui les traitent beaucoup mieux que nous et il est essentiel qu'ils ne s'aperçoivent pas de cette différence. Pourtant, les nouvelles routes ne sont qu'une façon parmi d'autres que la méthode de guerre s'européanise en Amérique. Non seulement est-ce que cette évolution déstabilise quelque peu les officiers canadiens habitués à faire de la guerre de partie, mais impressionne du coup les alliés autochtones. Si ceux-ci sont également habitués à la petite guerre, cela ne veut pas dire pour autant qu'ils ne savent pas s'adapter aux nouvelles demandes de la guerre, ou du moins n'hésitent pas à s'y essayer, même s'ils hésiteront toujours à les adopter complètement pendant ce conflit. En préparation au siège du fort William Henry, un missionnaire anonyme assigné aux Abénaquis capture dans une lettre ce petit moment candide. Ils examinèrent avec une avide curiosité la manière dont nos grenadiers français s'y prenaient pour donner à ces sortes d'ouvrages le degré d'achèvement qu'ils exigent. Instruits par leurs yeux, ils exercèrent bientôt leurs bras à la pratique. On les vit armés de pelles et de pioches tirer un boyau de tranchée vers le rocher fortifié dont l'attaque leur était échue en partage. Si les Autochtones se plaisent à observer et à aider les canonniers, l'état-major s'exaspère. Les sauvages, au lieu de rester campés avec le chevalier de Lévis et de faire des découvertes continuelles, passaient toute la journée à notre camp, témoignant une vive impatience de voir tirer les gros fusils et allant fusiller dans les jardins qui sont autour du fort. Quelques-uns même, à l'imitation de nos tranchées qu'ils viennent voir avec la plus grande curiosité, s'étaient approchés des jardins en remuant la terre et se couvrant. Bougainville continue en spécifiant que la grande utilité dont les sauvages nous doivent être, c'est d'inonder de petits partis le chemin de Lydius ou le fort Edward et les bois voisins, d'intercepter tout courrier ou convoi peu considérable et nous avertir des grands mouvements qui pourraient se faire au fort Lydius, assez à temps pour nous mettre en état de prendre un parti sans être surpris. Bref, Bougainville se plaint constamment des actions amérindiennes, de la longueur de la complexité de leurs conseils, de tout ce qui rapporte aux relations avec les nations alliées. Pour résumer sa pensée, longue et très critique au sujet des alliés autochtones, je m'en tiens à cette citation de l'officier « Ils sont un mal nécessaire ». Autant l'état-major se plaint-il des va-et-vient constants des alliés amérindiens et ce qu'ils perçoivent est un manque de discipline, ce n'est pas que la différence entre culture martiale qui explique ce manque de cohésion. D'autre part, et plus important encore, les Français par moments négligent carrément leurs alliés.
Lors d'un conseil de guerre à la veille du siège du fort William Henry, Bougainville note ses griefs de leur part dans son journal. Les sauvages ont reçu les colliers et les branches, promis de mieux observer à l'avenir la volonté de leur père. Le père étant le surnom qu'on donnait au général français. D'agir suivant sa parole, de concert avec eux, de ne plus se séparer, de demeurer tous au camp du chevalier de Lévis et de s'occuper essentiellement des découvertes. Mais ils ont ensuite ajouté que de leur côté, ils avaient aussi quelque chose sur le cœur, qu'on ne leur disait plus rien, qu'on ne rendait à leur chef aucun compte des mouvements qui se faisaient, que non seulement on ne suivait pas leurs avis, mais qu'on leur exposait même pas les raisons pour lesquelles on ne les suivait pas, qu'on les consultait plus sur les découvertes, mais comme s'ils étaient des esclaves, on prétendait les faire marcher sans avoir délibéré avec leur chef et essayer de concerter avec eux. Et pour effacer tout doute de leur utilité, les chefs de guerre rappellent à Montcalm « Mon père, tu as apporté dans ces lieux l'art de la guerre de ce monde qui est au-delà du Grand Lac. Nous savons que dans cet art, tu es un grand maître, mais pour la science et la ruse des découvertes, pour la connaissance de ces bois et la façon d'y faire la guerre, nous l'emportons sur toi. Consulte-nous et tu t'en trouveras bien. » Alors que Montcalm met fin au conseil en promettant de mieux prendre en compte leurs conseils et de les tenir au courant de ses plans, le marquis ne tiendra pas parole. En négligeant d'inclure ses alliés dans les négociations pour la reddition de William Henry, il s'ensuivra le célèbre massacre. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec cet événement, il s'agit de celui qui a été immortalisé dans le roman Le Dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper. Après le fiasco du massacre de William Henry, la fiabilité des alliés amérindiens devient incertaine, et avec raison. Après tout, les guerriers participent à cette guerre avec l'intention expresse de chasser l'ennemi du territoire et de rapporter des prisonniers et du butin dans leurs villages respectifs. Montcalm, d'un trait, leur reniait les deux, offrant les honneurs de guerre aux vaincus, un non-sens aux yeux des Premières Nations. Un des exemples les plus notoires de ce renversement de confiance a lieu en juillet 1758, alors qu'un détachement de... Oups, j'avais mal lu, je pensais que c'était janvier, alors j'avais mis une image en plein hiver. Désolé. Faites semblant que c'est vert. Alors, comme je le disais, en juillet... Oui, c'est ça. Alors, en juillet 1758, alors qu'un détachement de 350 hommes, mené par le sieur Langy pour patrouiller les montagnes de la vallée du lac Champlain, est abandonné par le petit nombre de sauvages qui lui servaient de guide. En conséquence, le parti s'égare pendant une demi-journée avant de tomber, comble du malheur, sur un parti britannique. Ce n'est que par les bruits de l'escarmouche que les renforts retrouvent le parti perdu, lui venant en aide non sans que tout se solde avec la perte d'environ 150 hommes. Le temps file et pourtant je n'ai fait que gratter la surface de l'implication autochtone dans les opérations de renseignement pendant la guerre de 7 ans. Ce qui précède est tiré de ma thèse de doctorat que j'espère achever d'ici l'automne. Intitulée « Voies de guerre », j'examine justement le renseignement militaire au sein de l'armée française partout où elle se trouve en Amérique, tant en Acadie, au Canada et en Louisiane. Et comme je viens de le démontrer, il est impossible d'aborder le sujet sans parler aussi des guerriers alliés aux Français. Bougainville est catégorique lorsqu'il écrit le 12 juin 1757 que les sauvages sont les seuls espions qu'on ait ici. Certainement, alors que le front de guerre tombe sur des villes de la Nouvelle-France, l'identité des espions se diversifie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout au long du conflit, les Premières Nations sont les principaux pourvoyeurs d'informations tant par l'espionnage, la capture de prisonniers, la surveillance, les parties de reconnaissance et surtout les voies diplomatiques communes avec les Britanniques. Par exemple, à elles seules, les 5 nations sont une véritable porte tournante d'informations entre les deux forces européennes. Donc, pour conclure, autant Louis XV s'imaginait que les Premières Nations étaient les principaux bénéficiaires de leurs relations avec les Français, en réalité, c'était plutôt l'inverse. Et bien que le roi écrivait que leur caractère le plus ordinaire est la légèreté et l'inconstance, il semble bien que c'était plutôt le cas de l'état-major français confondant l'alliance pour une subordination. Merci beaucoup.